j'allais dire non seulement européen mais mondial. Première question que j'ai envie de vous poser, madame. Les phénomènes migratoires est très méconnu. Pourquoi est-ce que c'est comme ça aujourd'hui? Parce que c'est un phénomène qui est... L'Europe a du mal à s'accepter comme continent d'immigration, de peuplement. Ce qu'elle est en réalité, c'est la première destination de flux à l'échelle mondiale, devant les États-Unis, devant le Canada, devant l'Australie. Et c'est un savoir récent. Le savoir sur les questions de migration est un savoir qui a 30-40 ans maximum. Donc la plupart des gens n'ont pas appris ça à l'école. Ce qui explique que c'est un phénomène qu'ils découvrent, comme ils découvrent la question de l'environnement, la question de l'énergie. Et donc, c'est nécessaire de faire de la pédagogie sur cette question, parce que sinon, les partis d'extrême droite peuvent raconter n'importe quoi aux gens, qu'il y a 20 millions d'étrangers en France, par exemple. Si on leur disait que Louis XIV est né au XIXe siècle, ils diraient non, c'est pas possible. Et si le Front National leur dit qu'il y a 10 ou 20 millions d'étrangers sur le territoire français, ben, certains vont le croire parce qu'ils n'ont pas de connaissances là-dessus. Donc c'est important, déjà pour appréhender le sujet, de diffuser la connaissance sur cette question qui est un savoir récent. J'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la mondialisation a eu un effet important sur les flux migratoires? Oui, tout à fait. Parce que d'une part, on a eu la mondialisation des nouvelles technologies, et donc les gens ont vu d'autres régions du monde, pas seulement avec la télévision, ce qu'ils faisaient déjà, mais aussi avec Internet, par exemple. Et ça a provoqué aussi l'abaissement du coût du voyage. Ça, c'est très important. L'offre de voyage, le coût du voyage ont été moins élevés pour ceux qui peuvent circuler légalement. Et d'autre part, il y a un échange, une fluidité des possibilités de créer des entreprises, etc., à l'échelle mondiale, qui est aussi un élément de cette mondialisation qui crée aussi de la migration. D'accord. Troisième question, dernière. Tout à l'heure, vous avez fait un parallèle entre l'immigration et les développements. Oui. Autrement dit, des pays en voie de développement. Alors c'est vrai qu'à court terme, le développement n'est pas un arrêt de la migration. Ça le favorise même parce qu'il y a plus de gens qui sont plus scolarisés, en meilleure santé, mieux informés, et donc qui rentrent dans les communes. Voilà, quoi. voilà, qui rentrent légalement dans les catégories de migration ou pas, mais qui se disent que chez eux, si il ne se passe pas de choses nouvelles, il n'y a pas d'espoir de changer de vie. Donc les gens étant mieux informés, auront plus tendance à considérer que la migration est une option de vie. Et ça, c'est important aujourd'hui. Beaucoup de gens qu'on trouve à Calais, ils disent « je suis parti parce que je considérais chez moi qu'il n'y avait pas d'espoir », par exemple. Donc, à court terme, le développement n'est pas une alternative à la migration. À long terme, oui, bien sûr. Et une dernière question, c'est presque un joker, mais tout ce que vous racontez, c'est à la rencontre justement de la recherche, la quête d'identité, notamment des nationalistes et des nationaux. Oui, mais cette quête d'identité, elle est construite très largement, parce que beaucoup de populations, aujourd'hui, un Français sur 4 a un grand-parent étranger ou un arrière-grand-parent étranger. Donc on s'invente des racines parce que les gens aiment mieux se définir dans la sédentarité que dans la mobilité. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça accompagne des fabrications d'identité régionales ou nationales. L'État-nation s'est construit sur le mythe de l'enracinement. Et donc, les nationalistes sont attachés à cette idée d'enracinement. Merci beaucoup, madame.